Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission qui s'inscrit dans le cadre du projet d'engagement local pour garantir des initiatives de résilience face à l'extrémisme violent. Nous ne cesserons de rappeler que ce projet est mis en œuvre par l'ONG Think Peace Sahel en collaboration avec le secrétariat permanent sous le financement de ONU Femmes. Aujourd'hui, nous allons parler des médias et de l'extrémisme violent. Nous recevons sur notre plateau M. Abdoulaye Guindo. Il est blogueur, journaliste et coordinateur de la plateforme Bembélé. M. Abdoulaye Guindo, soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Le thème de notre discussion, c'est médias et propagande. Quel rôle peuvent jouer les médias dans la lutte contre l'extrémisme violent? Alors déjà, d'abord, il y a un phénomène qui est courant maintenant. On voit que sur les réseaux sociaux, des groupes extrémistes ou des groupes radicaux diffusent des vidéos d'attentats ou soit des audios à travers des médias traditionnels. Alors, comment évaluez-vous l'impact de la propagande extrémiste diffusée sur les médias en ligne et locaux aussi? Il faut reconnaître que cette méthode de communication, de guerre, comme on va le dire, parce qu'on le dit, la guerre est devenue communicationnelle. Et au Mali, en 2012, lorsque les groupes armés séparatistes ont attaqué les positions de nos forces de défense et de sécurité, vous avez vu qu'après les massacres de Tessalit et Aguelok, c'est des images qui ont été utilisées par les groupes extrémistes pour créer la panique, la psychose auprès de certains éléments des forces et de la population. Donc depuis cette date, les groupes extrémistes ont compris que la communication sur les réseaux sociaux a un impact sur la santé mentale des populations. Donc de plus en plus de la guerre matérielle avec les armes, les gens utilisent les réseaux sociaux pour terroriser les populations, pour faire peur aux populations. Regardez aujourd'hui au centre, lorsqu'un village est attaqué, les groupes extrémistes diffusent ces vidéos-là. Mais malheureusement, on a certains de nos compatriotes aussi qui partagent ces images. Donc ils ne savent pas que derrière ces images, il y a un objectif. C'est créer la panique, la psychose pour que les populations puissent fuir les zones où les populations sont habitées. Donc aujourd'hui, diffuser ces images sur les réseaux sociaux, dans la presse classique aussi, sont devenues des armes de guerre aux mains des forces extrémistes. D'accord. Nous l'avons même vu récemment avec l'attaque du bateau Kankou Moussa à l'envers Tombouctou. Et tout ça, c'est pour créer la psychose. Parce que lorsque les gens verront ces images, peut-être que les populations vont avoir peur de prendre les bateaux. Donc, en ne prenant pas les bateaux, c'est une victoire au fait pour ces groupes extrémistes. Parce qu'ils créent la psychose pour démoraliser les populations. Et il y a un autre objectif derrière, c'est décrédibiliser l'État près des populations. Parce que lorsque les populations vont avoir peur, ils vont dire que l'État n'est pas capable de nous sécuriser. Donc, l'objectif de ces images, c'est faire peur aux populations et aussi décrédibiliser l'État. Donc, les gens doivent comprendre qu'ils ne doivent pas partager ces images. Tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est triste de constater que parfois, il y a certains de nos compatriotes même qui partagent ces vidéos. Et c'est encore plus triste de voir que ce sont des journalistes ou des blogueurs qui partagent ces vidéos-là, qui les diffusent sur les réseaux sociaux. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que les médias sociaux et traditionnels peuvent-ils contribuer efficacement à lutter contre l'extrémisme violent? D'abord, vous savez, bien avant qu'on ait créé les écoles de journalisme, il y a eu des penseurs philosophes, notamment Descartes, qui disait à un de ses élèves, lorsque vous avez une information sur quelqu'un ou sur quelque chose, avant de la partager avec quelqu'un d'autre, il faut vous poser des questions. Quel intérêt j'ai à partager cette information? Quel peut être l'impact en partageant cette information? Et qu'est-ce que je gagne en la partageant? Donc c'est ce réflexe que les journalistes et les blogueurs doivent savoir. Quelle que soit la qualité de l'image, quelle que soit l'information, quelle que soit la cible de l'image, vous devez vous poser, comment on appelle la question, est-ce que je dois partager l'image? Si oui, pour quel intérêt? Et aussi, il faut faire appel à la responsabilité. Cette image peut être vraie, mais est-ce que ma responsabilité me pousse à la partager? Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à certains journalistes et à certains blogueurs qui ne font pas appel à cet examen de conscience qui leur pousse à dire attention, cette image, je peux la partager dans le cadre de mon travail, mais est-ce que
il y a un intérêt derrière? Est-ce qu'il n'y a pas un impact négatif pour les Vous-même, populations? on parle de journalisme sensible au conflit, journalisme sensible à l'extrémisme violent. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans ce genre de situation, il est préférable d'aller vers les formations des journalistes? Parce qu'on a vu que récemment, tout le monde est journaliste. Il suffit d'avoir un téléphone, un trépied, et les gens même te qualifient de journaliste. Maintenant, dans ce genre de situation-là, qu'est-ce que vous vous direz? Au fait, comme tu l'as dit, aujourd'hui, il y a un drame. C'est qu'il y a beaucoup qui se sont invités dans le métier. C'est vrai, on peut ne pas faire une école de journalisme et être un bon journaliste. Mais il faut juste connaître les règles du métier, l'éthique et la déontologie. Mais malheureusement, il se trouve qu'il y a beaucoup de nos jeunes frères qui sont dans le journalisme, mais qui n'ont lu aucune phrase qui régit les règles du journalisme, qui n'ont lu aucune phrase de la loi qui régit le travail du journaliste. Donc c'est ça le drame. Donc ce que nous demandons aux jeunes, les plus grands journalistes du monde n'ont pas forcément fait d'école de journalisme, mais ils ont appris à connaître les règles du métier. Donc nous invitons chacun à pouvoir connaître les règles du métier, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Il y a la déontologie, c'est-à-dire ce que la profession permet, ne permet pas, et puis il y a l'éthique. Ça c'est votre conscience même qui vous demande, est-ce que je dois publier ça, je dois partager ça, je dois donner cette information. Donc maintenant, à côté de cette lecture de ces dispositions légales, les organisations de la société civile, les partenaires doivent aussi multiplier les formations à l'endroit de ces jeunes-là, le gouvernement, des formations aussi, des campagnes d'éducation et de sensibilisation. Pourquoi pas l'éducation aux médias dès le bas âge à l'école? Alors, vous qui venez de nous rejoindre, nous vous rappelons que cette émission s'inscrit dans le cadre du projet ELIR, un projet de Think Peace Sahel en collaboration avec le secrétariat permanent et qui est financé par ONU Femmes. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Abdoulaye Guindo. Il est journaliste, blogueur. Il est coordinateur de la plateforme Bembélé. M. Guindo, tout à l'heure, vous venez un peu de nous dire qu'est-ce que les journalistes doivent faire pour lutter contre ce phénomène qu'est l'extrémisme violent. Alors, quel type de programme ou de contenu médiatique pourrait être développé selon vous pour éradiquer et engager le public contre la lutte contre l'extrémisme violent? Ce qu'il faut peut-être faire, c'est mettre en place de grands programmes d'éducation aux médias et aussi donner des bonnes informations. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'esprit d'anticipation. C'est-à-dire se dire qu'il y a un événement qui se produit. Dans le cadre de cet événement, il pourrait y avoir des informations dans le cadre de l'extrémisme violent. Donc, donner la bonne information en amont avant que la population ne reçoive cette... Par exemple, aujourd'hui, tout le monde sait qu'au centre, les populations font face à une crise aujourd'hui. Donc, des images sorties de leur contexte peuvent surgir. Donc, continuer à éduquer, sensibiliser les populations à savoir que lorsque ils ont une information, elle peut être peut-être une information sortie de son contexte. Elle peut être une vidéo qui a pour but de créer la psychose. Donc, éduquer les populations à garder leur sang-froid, à ne pas regarder toutes les images qu'ils reçoivent, à ne pas partager les images qu'ils reçoivent. Et dire aux journalistes, aux influenceurs, qui en général partagent ces informations, ou bien qui les font parvenir à nos populations. À la chasse de l'information, voilà, même chacun veut être le premier à publier une information. C'est-à-dire que les gens veulent être les premiers à dire que c'est moi qui ai publié en premier l'information. Or, toutes les informations ne sont pas bonnes à partager. Dans ton introduction, tu as dit quelque chose qui est intéressant. Au fait, le journaliste, à la base, c'est un médiateur. C'est un réducteur des stéréotypes. C'est un premier médecin. C'est le premier psychologue. Donc, c'est lui qui doit, par son comportement, par son travail, apporter cette cure-là, rassurer les populations, ne pas créer la panique, ne pas s'aimer la psychose au sein des populations, ne pas partager des images d'extrémisme, de violence qui pourraient après avoir des conséquences incalculables. D'accord. Vous avez même introduit la dernière question parce que c'est déjà la fin de l'émission. Quelle stratégie recommanderiez-vous aux médias pour dénoncer les discours extrémistes et sensibiliser le public? La première chose, il faut faire ce qu'on appelle l'éducation par les pairs. C'est-à-dire que les journalistes doivent eux-mêmes se contrôler entre eux. Lorsqu'un confrère se rend coupable de diffusion d'un message de haine ou bien qui appelle à l'extrémisme violent, d'abord appeler à l'ordre ce journaliste, expliquer quelles peuvent être les conséquences de la diffusion de cette information. Aussi, tous les journalistes ensemble doivent aussi éduquer l'opinion, se dire que c'est notre rôle de dire à l'opinion, attention, ces messages peuvent appeler à la haine, ces messages sont dangereux. Par exemple, nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? Même dans les commentaires, souvent on va dire à l'internaute, dans ton commentaire, il y a un mot, une phrase
qui est un extrémiste violent, qui peut appeler à la haine d'une communauté contre l'autre. Donc, est-ce que tu ne pourrais pas exprimer ton commentaire d'une autre façon en peut-être retirant cette phrase ou bien en retirant ce mot-là? Donc, les journalistes doivent aussi, par exemple, faire des articles pour dire telle personne dans sa parution du lundi a eu à tenir tel propos qui peut être considéré, ou bien faire même des campagnes. C'est-à-dire que de façon spontanée, le journaliste peut dire je prends le thème, par exemple, de la guerre. Quand vous parlez de la guerre, ne dites jamais, par exemple, ces mots-là, ça peut choquer. Quand vous parlez des terroristes, ne dites jamais, par exemple, que les terroristes sont des peuls. Dites, par exemple, que le terrorisme n'a pas d'ethnie, n'a pas de race. Donc, avec ces campagnes d'éducation, on peut préparer les populations à ne pas être complices de diffusion de messages de haine ou d'extrémisme violent. D'accord. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous, Monsieur Guino, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est tout pour notre émission du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bonne suite de programme à notre compagnie.